référence à l'histoire, encore une fois, c'est la publication la plus autorisée, la plus à jour, dans laquelle il présente les principaux articles, les principales communications de cette revue. Alors la première, c'est un article sur l'histoire, sur l'archéologie des villes romaines en Catalogne. J'ai lu un historien. Alors, pourquoi est-ce dans ce revue? Eh bien, nous dit Balcells, je traduis quand même en français du catalan, parce que, nous dit-il, la langue catalane est une langue romane dérivée du latin. Ce qui indique que la domination romaine a eu dans ce territoire une influence décisive et durable qui s'est exercée à partir des cités nouvelles ou restructurées. Donc, il est légitime, vous le voyez, de faire que le regard historique de la Catalogne intègre, on rejoindra peut-être certaines questions sur la Tunisie que peut aborder, l'époque romaine. Tout n'est pas perdu quand même, tu vois, pour les antiquisants en Catalogne. Deuxième article. Et le deuxième article porte sur le système féodal. Alors, il nous dit, deuxième point, pour présenter cet article, comme dans d'autres pays européens, les origines de la Catalogne d'aujourd'hui, il faut les chercher dans les 10e et 11e siècles et dans le féodalisme, la féodalité, et c'est la raison pour laquelle l'auteur, etc., etc. Ceci, si vous voulez, peut être complété par le sens, par l'idée, qui est une idée vraiment aussi structurante, c'est qu'il y a un point de départ, une naissance de la Catalogne, qui s'organise à l'époque féodale. Et je regrette infiniment, évidemment, nous avons une pensée pour lui, le souvenir de notre ami Pierre Bonassi, qui avait justement approfondi cette féodalité catalane autour de l'an 1000, et qui est, il faut le savoir, Pierre Bonassi, à cause de cela, vénéré comme une véritable idole par l'orthodoxie historique catalane. Voilà. Il faut savoir en effet que en 1988, là j'extrapole à partir de ceci, le gouvernement catalan, représenté par le président de la Generalitat, qui était à l'époque Jordi Pujol, a organisé une année avec de grandes célébrations pour le millénaire de la Catalogne. Car on avait trouvé qu'en 988, le comte de Barcelone de l'époque avait laissé sans réponse un courrier du roi de France, je crois, quelque chose comme ça, d'où on avait déduit qu'évidemment c'était quasiment une rupture de relations, sinon diplomatiques, du moins de souveraineté, d'allégeance ou de vassalité, ou de ce que vous voulez, s'il y a des médiévistes, vous trouvez le mot le plus approprié, et par conséquent, le gouvernement de l'époque, épaulé par bon nombre de spécialistes, avait donc affirmé haut et fort que c'était là la date, qui manquait d'ailleurs jusque-là, précise, exacte, qu'on pouvait faire figurer dans les éphémérides de l'indépendance de la Catalogne par rapport à l'époque, je vous rappelle, au royaume de France, puisque précédemment, la Marca Hispanica, qui était la Catalogne, était soumise à l'empire carolingien. Ça, personne ne le nie. Mais ça, ça a été balayé par cet avènement de l'indépendance en 1980. Troisièmement, je passe sur un article sur Raymond Lull. Je passe, mais enfin, il est tout à fait compréhensible que on s'intéresse à Raymond Lull. Je vous rappelle que Raymond Lull est ce religieux qui est majorquin, et donc ça illustre bien que la Catalogne historique dépasse la Catalogne. Elle englobe effectivement dans ce cas les Baléares, qui a illustré la langue catalane, c'est exact, par une œuvre littéraire, théologique, poétique, qui est tout à fait fascinante aujourd'hui encore. Donc, il fait partie vraiment du panthéon des lettres catalanes et de la langue. Mais ensuite, il y a un long article, qui est dû d'ailleurs un bon historien, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Agustí Alcoverro, dont je vais redire un mot, qui est consacré justement à cet épisode dont je viens de vous parler, la guerre de succession d'Espagne. Guerre dont on nous dit cet article montre que la transformation de la principauté de Catalogne et des royaumes de Valence et de Majorque en province espagnole sans institution propre a été due à la force des armes et non à la volonté de leurs habitants, et donc sont commémorées à ce titre. Et d'ailleurs, Balcells nous insiste sur le fait que
la couverture, justement, reprend une illustration qui montre l'assaut des troupes françaises en 1714 à Barcelone, en précisant que d'ailleurs c'est une gravure française et que, comble de l'horreur, elle est due à la plume ou au crayon d'un Catalan qui est Jacint Rigau, qui est un peu plus connu peut-être dans les livres de classe français de Mallet et Isaac sous le nom de Hyacinthe Rigaud, puisque c'est lui qui a peint, oui, Jacint Rigau, c'est Hyacinthe Rigaud, qui est devenu le peintre de l'absolutisme Louis XIV. Oui, bon, et oui, et oui. Hein? Il faut le savoir. Ah, il faut le savoir, oui, mais je regrette que... Il n'est pas facile à retrouver. Hein? Ah oui, oui. C'est difficile d'identifier avec ça. Oui, Si tu avais lu la thèse de Oscar Janet, Ah, ben, que j'ai toutes les thèses. eu l'honneur de diriger... Hein? si j'avais été invité au jury, Eh bien, je termine. Alors, bon, et alors évidemment, vous me direz, et l'histoire contemporaine dans tout ça, est-ce qu'elle disparaît? Pas totalement, car les repères historiques de l'identité catalane ne pouvaient évidemment pas ignorer les siècles suivants. Et il y a d'ailleurs dans cet article, dans ce numéro, un article sur un des aspects spécifiques de l'histoire catalane au XIXe et au début du XXe siècle, à savoir l'anarchisme et ce mouvement. Là aussi, François Gaudichaud connaît la question mieux que moi. Et donc, pour essayer de faire un peu le tri entre, j'allais dire, ce qui est catalan et ce qui ne l'est pas. C'est toujours un peu délicat, l'histoire de l'anarchisme en Catalogne, parce qu'il a été en partie seulement, importé par des gens qui n'étaient pas catalans, non? Suisse et italien, Oui, mais après andalou aussi. Oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, sa catalanité est sujette à caution, mais enfin, c'est en ce sens, si vous voulez, que la vision historique de la Catalogne est quand même ouverte. On admet que des gens, fussent-ils d'origine étrangère, italiens ou même andalous, à partir du moment où ils sont en Catalogne et vivent en catalan, ils ont le droit. Il n'y a pas de côté, si vous voulez, dans cette approche typiquement catalane, il n'y a pas, je ne voudrais pas qu'on croie qu'il y a de la... Non, du racisme, de la xénophobie, voilà. Il n'y a pas de xénophobie à partir du moment où les immigrés s'insèrent dans la mayonnaise collective, voilà. Et finalement, les anarchistes, bon, certes, ils ont mis des bombes, mais enfin, ils ont quand même fait partie aussi du panorama catalan. Et puis, il y a aussi, là, il ne l'aborde pas dans ce numéro, il y a évidemment la guerre civile de 36-39, qui n'est pas abordée ici. Je pourrais donner d'autres références de la manière dont elle est abordée, qu'il me suffise de dire que dans cette espèce de doxa de l'histoire catalane dont je me borne à vous donner quelques jalons que je crois essentiels, elle a trouvé sa place sous la forme suivante. Certes, il y a eu une défaite en 1939, mais ça a été une défaite de la Catalogne. Et oui. Et les 500 000 républicains qui passent la frontière française là, en février 1939 sont des vaincus de la Catalogne. Pourquoi? Parce que la Catalogne n'a pas reçu l'aide efficace et réelle qu'elle aurait dû recevoir de la République espagnole. Et donc, il s'agit bien de marquer, si vous voulez, qu'il y a eu une responsabilité du reste de l'Espagne dans l'effondrement du front et cette évacuation catalane. Évidemment, en affirmant cela, il faut faire certains accommodements avec d'autres aspects de la réalité. Par exemple, que Barcelone n'a rien fait pour se défendre à l'arrivée des troupes franquistes. Et qu'au contraire, tous ceux qui étaient censés... Il n'y a pas eu de siège, là, cette fois-ci, comme en 1714. Oui. Ensuite, que du côté de Franco, eh bien, il y a quand même eu des Catalans. Il y a eu des Catalans. En particulier, l'ancien chef du parti conservateur catalan qui s'appelait la Ligue, Francisco Francesc Cambó, qui a été ministre du temps de la monarchie et qui était le représentant des milieux d'affaires, ben, il a été à Burgos, dans les allées
du régime franquiste. Et le grand écrivain, le plus grand, il y en a d'autres, mais le plus grand écrivain en langue catalane, qui aujourd'hui est reconnu par tout le monde comme celui qui domine la littérature catalane du XXe siècle, Josep Pla, P-L-E-A. Eh bien, Josep Pla a eu une activité très active de journaliste, de publiciste et d'écrivain. On prétend même que sa compagne de l'époque était un agent d'information du franquisme, etc. etc. Alors aujourd'hui, je connais bien Pla parce qu'il y a une fondation Joseph Pla qui est très intéressante dans sa petite ville, sur la Costa Brava, qui est Palafrugell, qui est un endroit très agréable, et où je me rends chaque fois que je le peux. Et dans cette fondation... Égoïste, toi. Et dans cette fondation, si vous voulez, on voit bien cette personnalité, là aussi, très complexe. Alors, le fait que la guerre civile ait pu être aussi, à un certain niveau, une guerre entre Catalans, cet aspect n'a pas trop lieu d'être. Ah, je terminerai là. Il y a donc, vous le voyez, une façon d'appréhender l'histoire et de s'appuyer réellement sur elle pour fonder l'identité. Mais est-ce que, à certains moments, car je ne vais pas reprendre maintenant toutes les considérations qu'on peut faire sur les quelques points que j'ai abordés, est-ce qu'il y a place pour un regard de critique historique face à cette appréhension? Pas toujours. Et il est certain qu'il y a une sorte de conformisme qui tend à s'implanter. Et le fait, si vous voulez, peut-être qui mérite qu'on y regarde de plus près, c'est que, alors que ce n'était pas le cas à l'époque de Villars, dans les années 30, où l'université était complètement en dehors de cela, maintenant, l'université, les universités de Catalogne sont pleinement impliquées là-dedans. D'ailleurs, Balcells lui-même est un universitaire, etc., etc. Donc, l'université en Catalogne, de bon gré ou de mal gré, a dû investir, et en particulier les historiens universitaires ont dû investir leurs recherches et leurs travaux dans l'optique donc d'une certaine doxa qui renvoie à cette identité collective. Et on peut se poser la question, je ne prétends pas y répondre, est-ce que de la sorte les historiens catalans n'acceptent pas d'endosser, comme aurait dit Gramsci, le costume d'intellectuel organique du catalanisme politique? Point d'interrogation. Merci Jean-Pierre. Merci. Bartholomé, la parole. Mais oui. Ah, tu me rajeunis sérieusement parce que je me trouve brusquement avoir l'impression que je fais de la recherche. Ce qui évidemment ne correspond pas à la